Bonsoir, permettez-moi de vous adresser tout d'abord mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année, vœux de bonheur et de bonne santé. 93 commence en effet froidement pour la France comme pour l'Europe. L'hiver est déjà si rude dans notre pays qu'il a des conséquences tragiques. En quelques jours à peine, 7 personnes sont mortes de froid. Elles n'avaient pas de toit. Le gouvernement, les municipalités et de nombreuses associations tentent d'éviter de nouveaux drames en mettant des abris à la disposition des exclus. René Telade, le ministre des Affaires sociales, nous en parlera dans un instant. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Paul. Et il suffit de suivre Anne Mourgue et Philippe Péter dans les rues de Paris la nuit pour imaginer la galère des sans-abri. Là, c'est la première nuit que je vais passer au chaud depuis 6 mois, ouais. Et là, c'est vraiment le coup de bol, c'est parce que j'ai entendu une annonce dans le métro, hein. Station de métro Saint-Martin, ouverte toute la nuit aux sans-abri, pour la première fois cet hiver. Une aubaine pour Jean-Pierre. Il était photographe, a perdu son travail, sa famille. Depuis, il fait la manche le jour, traîne la nuit. Il y a des centaines d'églises, il n'y en a pas une ouverte. Il y a des centaines de stations, il n'y en a pas une ouverte. Alors c'est simple, entre 2h du matin en gros et puis 5h30, 6h, on marche, on est obligé. Pour ça que dans la journée, on voit plein de gens qui dorment en fait. Parce que dans la nuit, ils cavalent pour pas crier, quoi. Soirée de fête pour Jean-Pierre et les autres. Un lit, une couverture et en prime, visite d'un ministre. Confidence. J'ai connu dans ma vie aussi la galère, moi. Peut-être pas aussi dure, mais je l'ai connu aussi. Et bon, les périodes sont différentes, c'est vrai. Ouais. Alors, vous avez du courage, vous en sortirez, vos compagnons aussi. Bon, allez, on y va. Mais il y a un truc, moi, que je comprendrai jamais, c'est que on parle toujours des autres pays, à ceci, à cela, mais les politiciens, déjà, il faudrait bien s'occuper déjà de... Ouais, ça me fait un peu marrer, moi, quand j'entends parler de la Somalie et compagnie, tout ça. Je veux dire, on ferait mieux de balayer devant notre porte avant d'aller balayer chez les autres. Alors c'est vrai qu'ils ont besoin de bouffer, ces gens-là, je comprends tout à fait. Mais je veux dire, devant notre porte, il y a plein de gens qui, eux aussi, ont vraiment besoin de bouffer, quoi. La station est pourtant restée aux 3/4 vide, 15 lits seulement d'occupés. La plupart des sans-abri n'étaient pas au courant, n'a pas entendu l'appel diffusé dans le métro à partir de 22h. Ceux qui l'ont entendu ont cherché longtemps à la station Saint-Martin. Désaffectée, elle ne figure sur aucun plan. Dis ça et ça, c'est ma maison. Attends, ça, c'est ma maison ici, là. Walid a refusé de venir. Les centres d'hébergement, il les connaît. Dans l'un, il s'est fait voler ses papiers. Dans l'autre, il s'est fait frapper. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup. Et alors, les gens, pousse-toi, moi je passe devant toi, toi tu passes devant moi, Alors, je préfère être dans la rue comme ça. Aujourd'hui, Walid préfère dormir dehors par -5 degrés plutôt que dans un foyer. Si la station de métro érigée en foyer n'a pas été totalement occupée, c'est parce qu'il y a un évident manque d'informations. Si vous voyez près de chez vous une ou des personnes errantes à la recherche d'un toit, n'hésitez pas à appeler le 05 02 24 24. Il s'agit d'un numéro vert. Vous pourrez avoir ainsi des précisions sur la manière dont fonctionnent les foyers d'accueil. Reportage d'Anne Guéry et de Yann Jiquel. L'heure, c'est l'heure. Et les habitués du centre Nicolas Flamel connaissent la règle. Ici, on se présente aux portes à 17h. On doit prendre son tour, on ne doit pas rater l'appel. Et à 17h précises, les portes s'ouvrent. Contrôle d'identité et discipline. 1060, tu le coches. 1060. Le numéro 1060, un numéro parmi tant d'autres, un homme, anonyme comme tous les autres. Son droit d'entrée, c'est une carte délivrée par le centre. Elle lui permet d'obtenir le repas du soir. J'ai une carte pour le mois. La carte du mois, là. Voyez. Cette carte, elle sert à quoi? Pour les repas et la douche. Donc quand vous terminez, vous allez directement au lit ou comment ça se passe? Vous passez la douche? Aux douches. Et après, tous les 2 jours aux douches. Et ensuite au dortoir. Ouais. Et quelquefois, on va à la télé, regarder les matchs ou les films. Et tout. Hier soir, vous avez eu à peu près combien de personnes? Eh bien, 425.
Ça vous paraît beaucoup ou... Oui, ça commence à être beaucoup, étant donné que dans les box, des box qui sont prévus pour 5, on trouve 10 personnes dans les box. Donc ça fait beaucoup de concentration de personnes. En 2 mois, le centre a presque doublé sa capacité d'accueil. Il peut encore prévoir une centaine de lits supplémentaires, mais le plus difficile, c'est d'en informer ceux qui vivent dans la rue. Jack Lang, le ministre de l'Éducation nationale, a voulu renforcer ce dispositif d'accueil en demandant aux responsables des établissements scolaires d'offrir l'hospitalité la nuit aux sans-logement. Comment le monde de l'enseignement réagit-il à cette demande? Enquête de Patrick Redslob et Benoît Gadret. Voilà ce que nous pouvons proposer. C'est une grande salle, mais elle est encombrée de matériel. Il y a des tables qu'il faudrait dégager, des bancs, du matériel d'hiver, un filet. C'est une salle qui a un sol particulièrement sensible. Il faudrait donc le protéger, le bâcher. Et de plus, c'est une salle qui est occupée tous les soirs jusqu'à 10 heures. Il y a bien un internat dans le lycée, mais pas un seul lit de libre. Et héberger des personnes dans des locaux de fortune, pour un responsable d'établissement, ça veut dire mettre à leur disposition un certain nombre de commodités, d'où problèmes de sécurité et d'hygiène. Lorsque nous avons des élections, un service de désinfection intervient entre minuit et 2 heures du matin. Donc, si nous devions accueillir des sans-logis, ça signifierait qu'à partir de 2 heures du matin, ils ne puissent plus occuper les locaux du lycée. Nouvelle question, nettoyer, mettre en ordre les locaux pour 8 heures du matin. Qui le fait et dans quelles conditions? Nous avons des agents qui arrivent le matin à 7 heures. Et donc, ça implique un surcroît de travail. Donc il faudrait les faire venir à 6 heures du matin, ce qui est complètement impossible. Et que pensent les élèves de cette nouvelle utilisation de leurs locaux? Si les femmes de ménage passent après pour nettoyer, il n'y a aucun problème. C'est nécessaire, il faut le faire. Mais je pensais que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir d'autres locaux plus adaptés. Même type de réaction en province, certains professeurs sont plus que réservés et voient d'un mauvais œil cette nouvelle mission dont Jack Lang les charge. Les conditions d'accueil des élèves ne sont déjà pas si faciles. S'il faut en plus accueillir des populations un peu marginalisées, je ne sais pas comment nous ferons. Une formule généreuse de Jack Lang, mais apparemment bien difficile à mettre en œuvre. Monsieur Telade, on ne perçoit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un grand enthousiasme. Écoutez, je crois que c'est tout de même une heureuse initiative qui vient compléter, éventuellement, si nous en avions besoin, l'accueil que nous avons mis en place traditionnellement. On ne découvre quand même pas l'hiver. L'hiver, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe actuellement, précisément pour ceux qui n'ont pas d'abri, des capacités d'accueil. Il faut que vous sachiez, par exemple, que dans la région parisienne, il y a 5000 places et que tous les soirs, il y en a environ 500, je l'ai vérifié encore ce soir, qui sont inoccupés. Le gouvernement n'est pas responsable de tout, mais tout de même, il y a des capacités d'accueil, mais il y a 7 personnes qui sont mortes de froid. Écoutez, je crois malheureusement que ça arrive tous les ans. Et puis, il faut dire aussi que l'hébergement des sans-domicile fixe, ça ne se décrète pas. On ne peut tout de même pas, de force, enrôler les gens, les mettre dans une voiture et les mettre à l'abri de force s'ils ne le veulent pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelquefois chez eux un comportement suicidaire? On était surpris d'entendre certains d'entre eux dire « Moi, je ne vais pas dans les foyers, je préfère dormir par moins 10 la nuit ». Il y en a qui le refusent. Il y en a peu, certes, mais il y en a qui le refusent. C'est une réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris quand même des accueils où il n'y a aucune contrainte. Par exemple, la station Saint-Martin, il n'y a pas les contraintes habituelles d'hygiène, bien que les mesures de sécurité sont quand même prises. C'est un problème de respect, de dignité. On surveille à l'entrée leur état, par exemple, s'ils sont en état d'ébriété, et on les envoie à la douche lorsque ceci est nécessaire. Ça me paraît être un minimum quand même. À combien évaluez-vous le nombre de sans-abri en France? Eh bien écoutez, c'est un chiffre qui est très variable. On dit des chiffres qui, à mon avis, ne sont pas fiables, car on confond assez facilement les mal logés et ceux qui sont sans domicile fixe. Évaluer les sans domicile fixe, c'est quelque chose qui est très difficile et qui varie d'un jour à l'autre. C'est quoi? C'est plusieurs dizaines de milliers? C'est quelques dizaines, sans doute de milliers, mais c'est sans commune mesure avec les 300 ou 400 000. Sur Paris, moi je fais un constat, 5000 places d'accueil, il y en a 500 qui sont inoccupées. Nous avons fait ce soir un pointage avec mon collègue Paul Kies, le ministre de l'Intérieur. Nous avons demandé au préfet de nous fournir tous les renseignements. Donc dans les grands centres, qu'il s'agisse de Lyon, qu'il s'agisse de Marseille ou qu'il s'agisse des grandes villes,
Il y a non seulement une capacité d'accueil, mais il y a des places qui sont encore inoccupées. Ça, c'est une réalité, ce qui veut dire que l'hébergement est supérieur à la demande pour l'instant. Donc il y a un problème d'information aussi. Il y a un problème d'information, c'est exact, car ces populations sont difficiles à toucher. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de mesures. Et de mesures, par exemple, dans le métro, on essaie de les trouver là où ils sont. À Paris, on a fait un avertissement, c'est-à-dire un avertissement sonore par haut-parleur. Nous avons mis des affiches et en même temps, ce soir, à la dernière rame, les employés du métro iront leur dire l'endroit où ils peuvent être recueillis. Donc vous faites des efforts, vous dites vous-même, on ne découvre pas l'hiver, mais on a le sentiment que chaque année, quel que soit le gouvernement, on découvre à nouveau le problème. Pourquoi ne pas agir en amont ? Je ne suis pas sûr qu'on découvre le problème. C'est que chaque année, il y a un certain nombre d'incidents, et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un certain nombre d'incidents. Quelqu'un d'imprévoyant qui resterait dehors ou qui serait en mauvais état de santé et qu'on peut retrouver, hélas, demain mort. C'est vrai, on n'est pas à l'abri de ce genre de catastrophe, certes. Alors vous offrez le temps d'une nuit, le temps de plusieurs nuits en hiver, le gîte, le couvert. Oui. La douche, oui, jusqu'au matin, et après. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond qui se pose pour le pays, pour l'État? Si, ce qu'il faut, c'est que, moi, c'est pour ça que nous souhaitons qu'ils aillent dans les centres d'hébergement. Car dans les centres d'hébergement qui sont réalisés pour cette vocation, on les informe. Il y en a même certains aussi, on leur donne les renseignements pour ce que l'on appelle la réinsertion. Vous savez qu'on a mis en place dans ce pays le revenu minimum d'insertion. C'est quand même quelque chose d'important. Non seulement on offre un revenu minimum à ceux qui n'en ont pas, mais on s'occupe aussi de leur réinsertion, c'est-à-dire de leur trouver un travail dans la société. Ce sera ma dernière question, Monsieur le Ministre. C'est curieux ce qu'on peut ressentir ce soir. Je me souviens de tout ce que nous avions fait pour la Somalie avant l'intervention des troupes. Toutes les écoles de France avaient répondu à notre appel et à l'appel de plusieurs médias pour aider les enfants somaliens qui n'ont pas de riz. Oui. Et il y a eu un superbe enthousiasme. Et ce soir, on fait une enquête dans les écoles et on sent comme une réticence, comme un manque d'imagination à l'égard de nos propres exclus. Je ne le crois pas, voyez-vous, M. Amari, il n'y a pas de réticence. La solidarité... Je parle des écoles. Non, mais la solidarité dans notre pays, c'est quelque chose de très vivant. Et c'est vrai que dans cette période de froid, on se sent un petit peu très solidaire de ceux qui souffrent. Mais il est vrai qu'il y a des locaux qui ne sont pas faits pour cela. Et si nous avons à utiliser ces locaux, on les utilisera. Mais pour l'instant, les capacités d'accueil, les centres d'hébergement sont suffisants. Nous les avons en réserve, ce qui fait qu'il faut toujours les prévoir. Mais je dis que là, jusqu'à ce jour, nous faisons face à la demande. Et j'espère que dans les jours qui vont venir, nous pourrons continuer à le faire. C'est un problème de solidarité nationale auquel nous sommes très sensibles. Le gouvernement y consacre, il faut que vous le sachiez quand même, 2 milliards par an pour l'accueil, pour cette période particulièrement difficile. C'est un problème de solidarité nationale. Croyez-moi, nous continuerons à l'assumer avec, normalement, ce qui est de notre responsabilité. Merci, M. Telade. À 20h45, Sophie Davant fera un point complet sur le temps demain, mais il nous paraît utile d'avoir d'ores et déjà une petite idée. Sophie ? Alors, bonne nouvelle pour commencer, le froid régresse. Nous devrions retrouver des températures conformes aux normales saisonnières, un petit peu plus douces dans la journée de mercredi. Le gros problème ce soir, c'est le verglas, un verglas généralisé. Il y a déjà des problèmes en ce moment sur l'autoroute A13, Paris-Normandie, entre Paris et Mantes-la-Jolie. Dans les Yvelines, cette autoroute est coupée à la suite de plusieurs accidents de la route dus au verglas, justement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une perturbation qui arrive et qui se heurte à ce sol gelé. Ces problèmes de verglas seront généralisés demain matin sur tout le nord-ouest de la France, de la Bretagne à la Normandie, en passant par les Pays de Loire, la Picardie, l'Île-de-France, le centre, la Bourgogne. Soyez très très prudents sur la route. Ces verglas seront donc généralisés, seront durables et seront surtout très difficiles à traiter par sablage, même sur l'autoroute. Donc on vous recommande de rouler lentement, de garder vos distances et surtout d'éviter de circuler dans les régions concernées. Donc problème de verglas, et aussi il pourrait y avoir sur ces régions quelques chutes de neige à l'avant de cette perturbation de la Champagne et des Ardennes jusqu'au centre. Donc en ce qui concerne les températures, toujours très froides cette nuit dans le nord-est et dans le centre. Je vous le disais, ça devrait se radoucir progressivement par l'ouest et on devrait retrouver des températures de saison dans la journée de mercredi. À tout à l'heure. Merci Sophie. On nourrissait hier encore à Genève un immense espoir à la suite des premières négociations entre les frères ennemis de Bosnie. Mais cet espoir semble ce soir fragile. Les Serbes restent intransigeants. Récit de notre envoyé spécial Jacques Merlino. Au troisième jour de ces négociations, le président bosniaque a lancé une sorte d'ultimatum. Nous signerons, dit-il, à 2 conditions. D'abord, que le futur État bosniaque soit totalement indépendant et pleinement souverain. C'est la première condition. Deuxième condition, sur le plan militaire, que les armes lourdes soient retirées et placées sous un contrôle efficace. Toutes les armes lourdes, artillerie, tanks, fusées, etc.
Des conditions difficiles à accepter pour les Serbes, car ils souhaitent que les futures provinces puissent agir sur le plan international et passer des accords. Sous-entendu, ils veulent pouvoir garder un lien avec Belgrade. En quelque sorte, État dans l'État, 3 États dans un seul État. Nous n'avons pas inventé le modèle, il existe partout. Nous allons, par la technique de petits pas vers un accord positif. La longueur de ces négociations semble en tout cas montrer que les Serbes ne sont pas très effrayés par la menace d'une intervention militaire occidentale. Ils estiment et disent que celle-ci ne pourrait se produire avant la passation de pouvoir entre messieurs Bush et Clinton. Ils prennent donc leur temps et il est vrai qu'ici on parle, alors même que cette conférence n'est pas terminée, d'une nouvelle conférence et de nouvelles négociations démarrant dimanche prochain. Quant à la Somalie, l'ordre revient peu à peu, mais pas suffisamment pour inciter les Américains à quitter le pays avant la fin du mois de janvier. L'information donnée ce matin sur le départ de l'armée américaine avant le 20 janvier a été démentie ce soir par le secrétaire d'État à la Défense, Dick Cheney. La mission des troupes d'intervention n'est donc pas terminée. Nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Eric Mézy l'ont observé en suivant une unité française. Difficile de distinguer le campement des légionnaires dans le désert somalien. Leurs tentes ressemblent aux buissons d'épineux et elles ne sont pas nombreuses. Voici le poste le plus avancé du dispositif français, à 30 km de la frontière éthiopienne. À côté, un gros bourg, Rodjour, oublié de tous. Un camion de distribution alimentaire tous les 15 jours, c'est tout. Les malades ne sont pas soignés. Celui-ci est couché depuis près de 3 mois, une douleur au ventre. Il ne peut plus rien ingurgiter. Il dit il y a quelque chose dans son ventre, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Oui, c'est ce que dit l'infirmier, mais ça seul, il y a le médecin qui va le dire. Mais l'infirmier dit, bah, vas-y. Oui, en fait, il y a une grosse induration à ce niveau-là. Et le problème, donc, c'est pour ça qu'il y a des brûlures. Les brûlures rituelles n'y ont rien fait. Le médecin de la 13e DDLE va s'occuper de lui. 5 cas graves ont été signalés, essentiellement des personnes âgées qui ont tout simplement arrêté de se nourrir. Mais avant la guerre, n'était-ce pas pareil? Avant que la guerre ait éclaté, il y avait un hôpital, il y avait des infirmeries, un dispensaire, là, mon colonel, affirmatif. Là, ils demandent pour se protéger la nuit des moustiques et tout ça, ils n'ont ni couverture, ni de quoi se vêtir. Les couvertures vont arriver, il y a tout un matériel d'aide sanitaire qui va arriver. Alors, la Légion transformée en organisation humanitaire? Pas seulement. Les hommes de la 13e, comme on dit, ont déjà patrouillé jusqu'à l'Éthiopie. Interrogé les habitants qui leur ont signalé, il y a 10 jours, le passage à dos de chameau d'hommes avec des armes légères. 14 qui se dirigeaient vers l'Éthiopie. En fait, les rumeurs qui laissaient entendre que la plupart des technicals, ceux qui ont mis à feu et à sang la Somalie, s'étaient repliés en Éthiopie, ces rumeurs semblent très exagérées. D'après les premières informations recueillies par les légionnaires et d'après d'autres sources, ce qu'on appelle les technicals, avec leurs armes lourdes, seraient en fait toujours en Somalie. Le secrétaire général de l'ONU, décidément très présent sur le terrain, s'est personnellement rendu à Addis Abeba pour tenter de réconcilier les factions somaliennes réunies dans la capitale éthiopienne. Mais Boutros Ghali a été hué par des étudiants éthiopiens. Florence Mavic. Paradoxe cruel, alors que Boutros Ghali se présente en messager de la paix, la violence explose souvent sur son passage. Aujourd'hui, c'est à Addis Abeba. Des manifestants exigeaient que les Nations Unies ne se mêlent pas de leurs affaires. La police a ouvert le feu, il y aurait un mort et plusieurs blessés. De passage dans la capitale éthiopienne, le secrétaire général de l'ONU présidait une rencontre entre les différentes factions somaliennes. Ces dernières acceptent mal que ce distingué diplomate joue le monsieur bons offices. Car les Somaliens ont une dent contre celui qui fut il y a quelques années vice-ministre des Affaires étrangères d'Égypte. L'Égypte qui a soutenu jusqu'au bout le dictateur Siad Barré. Pire, on reproche à Boutros Ghali d'avoir ensuite laissé sombrer la Somalie dans le chaos. C'était hier, à Mogadiscio, la foule le traitait d'ennemi. Loin des cris, dans son hélicoptère, Boutros Ghali félicite quelques casques bleus. « Vous faites un boulot merveilleux », leur dit-il. Mais son propre job, celui de secrétaire général des Nations Unies, il le trouve peut-être plus ingrat.
À Sarajevo, en Yougoslavie, la population l'accuse cette fois de ne pas en faire assez, d'encourager les hésitations de la communauté internationale pour engager une action militaire. On lui reproche de faire le jeu des Serbes, on s'étonne qu'il n'ait pas élevé la voix contre l'épuration ethnique. Enfoui dans un anorak doublé d'un gilet pare-balles, Boutros Ghali concentre sur lui colère, déception et abandon. Lui qui ne cesse d'appeler les adversaires à se parler, à redevenir des frères, quelle que soit l'ethnie ou la couleur. Mogadiscio, Sarajevo, Addis Abeba, dans chacune de ces villes, le secrétaire général de l'ONU a donc été contesté. Un comble pour un homme de paix, mais il est vrai que l'ONU intervient de plus en plus souvent dans le monde et le secrétaire général est plus exposé que jamais. Philippe Arroy. Oui, vous savez, une des conséquences de la chute du communisme et de l'élimination de l'URSS aura été de redorer le blason de l'ONU. Avec la bénédiction de Washington et fort du soutien de la communauté internationale, l'ONU a retrouvé son vrai rôle, arbitrer les conflits, faire triompher le droit et ramener la paix, si nécessaire, par la contrainte. Alors le succès de la libération du Koweït a encouragé bien sûr l'ONU à s'intéresser à tous les autres conflits. Cambodge, envoi de casques bleus, Yougoslavie, la même chose, Somalie, Liban, etc. Mais les Nations Unies ne peuvent réussir qu'à deux conditions. Que les belligérants aient un minimum de bonne volonté, négociation, et que l'ONU soit soutenue par des gros bras, comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne. C'est la contrainte. Or, ces pays ne veulent s'impliquer militairement qu'avec l'aval de l'ONU, responsable en dernier ressort de la réussite ou de l'échec de toute opération. D'où le rôle de premier plan du secrétaire général Boutros Ghali, l'homme vers lequel se tournent tous les espoirs et toutes les critiques. Merci Philippe. François Mitterrand persiste et signe le 31 décembre dans ses vœux aux Français. Le chef de l'État avait fait clairement allusion à l'après-mars 93 et à sa volonté de rester, quel que soit le résultat. Aujourd'hui, dans ses vœux aux membres du gouvernement, François Mitterrand les a appelés à défendre leur bilan et à se battre. Et dans ce combat électoral qui s'annonce rude, un homme n'aura pas d'état d'âme, Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille, est redevenu officiellement ministre de la Ville aujourd'hui. Son prédécesseur François Loncle lui a passé le relais. Bernard Tapie assure avoir le temps de faire des choses, je le cite, avant le mois de mars. Xavier de la Fournière est mort en prison. L'ancien agent de change incarcéré à Fresnes a succombé hier à une embolie pulmonaire. Xavier de la Fournière, qui affirmait avoir financé l'UDF, avait été inculpé d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Christophe Tortora. C'était le 9 décembre dernier. Xavier de la Fournière était conduit du SRPJ de Versailles vers le bureau d'un juge d'instruction. Quelques instants plus tard, il était inculpé d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie et écroué. Surprenant destin pour un homme jusque-là plus habitué à la rubrique politique ou bourse que celle des faits divers. Xavier de la Fournière, ancien agent de change, ancien adjoint UDF à la mairie de Paris, l'un des financiers de la fédération parisienne du Parti républicain. Il y a 2 mois, dans un article publié par le Canard enchaîné, il affirmait avoir contribué, entre autres, au financement des campagnes électorales de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 et 1981. Il déclarait que tous ces problèmes, le dépôt de bilan de sa société de bourse, le trou de 50 millions de francs, les plaintes de ses clients, de ses associés, étaient dues à ses largesses envers des hommes politiques de droite. Tous démentés, la justice enquêtée. Ces explications vont maintenant être difficilement vérifiables. Xavier de la Fournière est mort hier matin à la prison de Fresnes d'une embolie pulmonaire. Il n'a jamais été entendu sur le fond par le juge d'instruction. Katharina Witt, sera-t-elle au patinage artistique ce que Björn Borg est au tennis? La question se pose avec le désir exprimé de l'ancienne championne de revenir sur scène, c'est-à-dire sur glace. Obtiendra-t-elle autant de médailles qu'auparavant? Elle n'en est pas sûre. Aura-t-elle autant de grâce qu'auparavant? Nous en sommes sûrs. Yann Lavoie. À force de commenter les ronds des autres sur la glace, Katharina Witt a craqué. 4 ans après avoir quitté la compétition, elle a annoncé à la presse qu'elle voulait faire un comeback. Ce retour vers le futur, Katharina le voit humblement. Elle ne pense pas à la médaille d'or, mais souhaite simplement participer une dernière fois aux Jeux Olympiques. Elle dit aimer les défis, et celui-ci paraît plus facile à relever que ce que Borg ou Mark Spitz s'étaient fixé. Lorsqu'elle n'est pas consultante pour la télé allemande, Katharina Witt patine et toujours aussi bien. À 27 ans, elle glisse sans pression dans les revues professionnelles américaines où sa grâce et son imagination font recette. 6 fois championne d'Europe, 4 fois championne du monde, 2 fois championne olympique, son palmarès mérite que son retour soit pris en considération. Et qui sait ce que cette jeune fille devenue femme peut nous réserver?
Si sa demande de licence amateur est acceptée le mois prochain, elle aura ensuite 1 an pour préparer les Jeux de Lillehammer. À ses côtés, elle retrouvera Jutta Müller, son entraîneur d'hier, lorsqu'elle vivait à Chemnitz, dans l'ex-RDA. À l'idée de retrouver ce sourire, l'année sportive 93 commence bien. Quand un cinéaste expatrié filme aux États-Unis, que filme-t-il? Le rêve américain. Emir Kusturica nous offre ainsi cette semaine Arizona Dream avec Faye Dunaway et Jerry Lewis. Et quand le cinéaste expatrié est né à Sarajevo, à quoi rêve-t-il? Au retour et à la paix. Pascal Deschamps et Jean-Louis Melin l'ont rencontré. Comme beaucoup de Yougoslaves, Emir Kusturica s'est battu des années durant contre le communisme. Aujourd'hui, il regarde impuissant à la télévision son pays déchiré par les nationalismes. Je me suis déjà trompé tant de fois en essayant d'expliquer ce qui se passe là-bas. Je pense que ma vision de la Yougoslavie était trop idéaliste, comme un rêve. Les rêves sont ce qu'il y a de plus important dans la vie. Mais les miens, depuis 1 an et demi, ne sont plus que des cauchemars. Pour connaître les hommes, il faut connaître leurs rêves. C'est donc de rêves qu'il est question dans Arizona Dream, l'histoire d'Américains ordinaires qui poursuivent d'impossibles chimères pour échapper à l'ennui. Arizona Dream, c'est en fait sa propre vision de l'Amérique. Je ne suis pas allé là-bas pour découvrir l'Amérique. Christophe Colomb l'a déjà fait une fois, ça suffit. Je ne suis pas allé leur porter la bonne parole. Ce film, c'est simplement ma vision de l'Amérique, la vision d'un petit Yougoslave qui a vécu un peu là-bas et qui a été marqué par toutes les choses très tristes qui s'y passent. Les héros d'Arizona Dream vivent à leur manière ce que vivent les hommes depuis la nuit des temps, toujours prompts à s'emballer et comme toujours, le réveil est brutal. Quel que soit le degré de civilisation d'un pays, quel que soit son niveau de développement, même en Amérique, le pays qui est allé le plus loin dans le progrès matériel et technique, l'être humain reste tout petit, confronté à des choses qu'il ne maîtrise pas, même s'il prétend tout savoir. Kusturica, lui, ne veut pas désespérer. Il lui reste dans ses valises, posé pour le moment dans la campagne normande, un rêve, celui de la paix retrouvée en Yougoslavie, où il s'est juré de tourner son prochain film. Si vous avez le sentiment d'avoir été stressé une nouvelle fois par l'actualité, lisez Le Parisien demain, le résultat d'un sondage réalisé par la Sofres en collaboration avec RTL dans l'Europe des 12 vous renverra une bonne image de vous, c'est-à-dire du pays. Les Européens aiment la France. S'ils devaient vivre dans un autre pays que le leur, ils choisiraient la France pour sa table, naturellement, pour son sens de la fête et pour sa vie culturelle, vie et patrimoine culturel. Ce journal est terminé. Si vous restez avec nous ce soir, vous aurez droit à l'aventure du Paris-Dakar dans un instant, puis à la météo de Sophie Davant à 20h45, c'est important ce soir, puis à La Cavalière, un film de Philippe Monnier, puis au magazine scientifique de François de Closet et Claude Carré à 22h35. Il portera sur la nature. Et avant le cercle de minuit de Michel Field, Catherine Sellac vous présentera le dernier journal à 23h35. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h. Bonsoir.